international, soyez les bienvenus. Le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Formule signée John Connally, secrétaire du Trésor américain sous le président Nixon en 1971, face à un parterre de diplomates européens qui s'inquiétaient de la fluctuation de la monnaie américaine. Formule, il est vrai, cinglante, mais concise, pour ne pas dire compressée, résumant à elle seule ce que cache la réalité du dollar américain au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Plus qu'une monnaie, le pouvoir d'un impérium, le sceau de la bannière étoilée englobant le monde. Plus encore, le dollar consacre désormais aux Américains un privilège exorbitant, avait dit un ministre des Finances français, un certain Valéry Giscard d'Estaing. Une monnaie de référence, une hégémonie sans partage consacrée par les accords de Bretton Woods de 1945, un étalon monnaie suprême dont son utilisation pour toutes les transactions mondiales financerait à moindre coût les dépenses américaines et, en un mot, le monde était au service des États-Unis, ce qui s'appelle un empire. Depuis, le déficit n'a cessé de s'accentuer. La dette américaine atteindrait maintenant les 32 000 milliards de dollars. La Fed, l'équivalent de la Banque centrale américaine en juillet dernier, a relevé ses taux directeurs de peur d'être en défaut de paiement. L'Amérique n'a plus les moyens de sa propulsion militaire aux quatre coins du monde. Nous sommes bien en train de diagnostiquer une superpuissance malade, fatiguée, dont le rythme de la compétition mondiale met à mal. On pense ici à la Chine, la Russie ou les BRICS, mais également à l'Arabie Saoudite qui s'éloigne de l'escarcelle de Washington. Le dollar n'est plus synonyme de productivité, mais de spéculation d'une économie déclinante, techniquement en faillite, qui a du mal à cacher l'état catastrophique de ses banques, qui se cache, elle, derrière la fameuse planche à billets. Les autres faisceaux d'indices, tout simplement les envolées de l'or et les tensions croissantes entre les États-Unis et les autres puissances, sans parler des grandes institutions bancaires fragiles, douteuses, avec des montagnes de crédits toxiques. Mais attention, rien n'est plus dangereux qu'un empire qui chute. Sommes-nous en train d'observer la fin de l'ère du dollar, un monde dédollarisé? Cela ressemble à quoi? Les Américains ont-ils dit leur dernier mot? Quelle place pour la Chine et les autres puissances? Comment se prépare-t-on à cette nouvelle map monde économique? On en parle avec nos invités du jour, c'est dans un instant. Alors, allons-nous vers une dédollarisation du monde? Comment le phénomène va-t-il se traduire et avec quelles conséquences? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir la journaliste économique à partir de Genève, Mirat Zaki, auteur, bonsoir, auteur de plusieurs ouvrages liés à l'actualité financière, principalement suisse-américaine. Vous avez écrit d'ailleurs un livre qui s'intitule « La fin du dollar ». Ça c'est Jacques Sapir, « La fin du dollar, c'est ici », ou comment... Oui. Le dollar est devenu, le billet vert est devenu la plus grande bulle spéculative de l'histoire, sortie en 2011. Vous allez nous expliquer justement comment. Et j'ai également le plaisir de recevoir Jacques Sapir, économiste, spécialiste des politiques monétaires, auteur de livres faisant état du monde multipolaire comme la démondialisation, ou encore le nouveau 21e siècle, le siècle américain ou le retour des nations, pour ne citer que. Alors, première question, Mirat Zaki, le terme dédollarisation fait de plus en plus d'émules dans les médias et dans certains cercles économistes, iconoclastes. On parle de dédollarisation depuis les années 2010. Pourtant, le dollar concerne une majorité de transactions aujourd'hui en devises, environ 90%. 60% des réserves de devises des banques centrales sont en dollars. La deuxième monnaie est l'euro et les yuan qui sont loin derrière. On achète encore son pétrole en dollars, même si ce monopole tend à se raccourcir. Alors que recouvre réellement ce terme de dédollarisation ? Alors, il recouvre une réalité commerciale très, très actuelle et pas du tout imaginée ou fantasmée. En fait, aujourd'hui, les plus grandes puissances commerciales comme la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, le Brésil et d'autres veulent commercer entre eux sans passer forcément par le dollar. Par exemple, la Chine veut pouvoir acheter du pétrole saoudien en yuan. Et l'Inde aussi veut commercer avec l'Arabie Saoudite en roupies, etc. Le Brésil et l'Afrique du Sud avec le réal et le rand veulent pouvoir l'utiliser aussi plus librement. Et donc, on se dirige
vers un système qui va rechercher de plus en plus à se passer de l'obligation de passer par le dollar pour aller vers une autre monnaie, pour que ces banques centrales n'aient pas besoin autant qu'avant d'avoir des dollars en réserve de façon aussi massive. Vous avez dit que le dollar représentait 70% des réserves des banques centrales. Non, ça c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, il représente 59% des réserves. 60%. 60, voilà, 59. Sa part, elle baisse. C'est vrai que ce n'est pas un phénomène qui se passe de manière fulgurante et spectaculaire, mais petit à petit, il est clair que les banques centrales repensent leur stratégie de réserve, surtout aussi depuis la guerre en Ukraine qui a montré que la Russie pouvait avoir ses réserves en dollars et en euros gelées par les puissances américaines et européennes. Ça fait que l'Arabie saoudite ou n'importe quel pays peut se dire « Tiens, et si moi aussi, l'Occident, en cas de guerre, me gelait mes réserves ?» qui sont gardées, conservées dans les monnaies de ces pays atlantistes. Et donc, il y a des craintes comme ça. Mais surtout, il y a des raisons purement économiques de se dire, finalement, l'or est monté, il faut 4 fois plus de dollars pour acheter la même quantité d'or qu'il y a 20 ans. Ça, c'est des faits. Même le franc suisse s'est dévalué face à l'or. Donc, aucune monnaie n'a tenu aussi bien que l'or, qui a pourtant été un petit peu mis de côté ces dernières années. Donc, voilà, on repense les stratégies de réserve et on veut commercer de plus en plus dans les monnaies de ces nouvelles puissances économiques et en direct et sans devoir chaque fois passer par du dollar. Jacques Sapir, un mot sur l'émergence d'un paradigme monétaire mondial. Le roi dollar est-il sur le point de tomber de son trône ? Alors oui, effectivement, et je pense que le principal problème, ça vient de l'utilisation politique du dollar. Rappelez-vous, ça a commencé quand les États-Unis ont révoqué l'accord qui les liait à l'Iran en 2016. Et c'est là que tout a commencé. Le fait que les États-Unis puissent décider d'imposer des sanctions, si vous voulez, à des entreprises, même si ce ne sont pas des entreprises américaines, par exemple des entreprises européennes qui veulent commercer avec l'Iran, uniquement parce que ces entreprises utilisent le dollar dans leurs transactions, ça a été le début, je dirais, d'un espèce de doute permanent quant à la fonction du dollar comme monnaie internationale. Alors évidemment, et Mme Zaki l'a très bien dit, il y a des raisons économiques, mais il y a surtout ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Le fait que les réserves de devises de la Banque centrale de Russie, enfin une partie, hein, pas toutes, c'est très clair, mais qu'une partie de ces réserves ait été gelée, ait été séquestrée, alors que techniquement, la Russie n'est pas en guerre contre les États-Unis. Si vous voulez, le séquestre des réserves, c'est quelque chose d'assez courant quand il y a un conflit entre deux pays. Mais là, il n'y a pas de conflit, si vous voulez. Donc, ça a aussi, si vous voulez, mis la puce à l'oreille à toute une série de pays. Et effectivement, il y a désormais un mouvement pour se dégager des transactions en dollars. Ce que l'on voit, même au niveau des réserves, non seulement... Alors, là aussi, Mme Zaki l'a très bien dit, il y a une légère baisse, on est passé de 72-73% à un petit peu moins de 60% actuellement, mais surtout, ce n'est pas l'euro qui a bénéficié de cela. C'est un ensemble d'autres monnaies, ce qu'on appelle les petites monnaies, alors dans lequel il y a le franc suisse, la livre sterling, le yuan chinois, bien sûr, qui n'est pas complètement convertible. Bon, il y en a d'autres, il y a le dollar canadien, le dollar singapourien, bref. Bon, ces monnaies, désormais, représentent une masse en termes de monnaie de réserve supérieure à l'euro, et ce sont elles qui, en réalité, mènent le combat contre le dollar. Donc c'est ça qui permet de dire, effectivement, qu'aujourd'hui, le règne du dollar, ou en tout cas le règne sans partage du dollar, est très probablement en train de prendre fin. Il y a un dernier point sur lequel on a vu monter le yuan de manière extrêmement rapide. C'est comme monnaie de transaction financière. Certes, le dollar reste la principale monnaie qui est utilisée pour les transactions financières, mais actuellement, c'est le yuan qui est le numéro 2 et non pas l'euro comme on pourrait le croire. Et la raison est très simple, c'est qu'il y a de plus en plus de pays qui veulent avoir des relations financières avec la Chine ou avec des institutions qui sont plus ou moins dans l'orbite chinoise et non pas avec des institutions américaines.
Jacques Sapir, vous nous donnez vos observations et on les entend, c'est-à-dire c'est scientifique, mais psychologiquement et symboliquement, les gens associent le dollar à la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un imaginaire du dollar, il n'y a pas que l'aspect économique, il y a tout ça aussi dont il est question. Oui, tout à fait, tout à fait. Et si vous voulez, j'avais un collègue russe qui disait, il y a de cela une vingtaine d'années, la force réelle du dollar, ce n'est pas la force de l'économie américaine, ce n'est pas la puissance des relations financières américaines. La force du dollar, c'est la puissance militaire des États-Unis. Et le fait que, pendant très longtemps, si vous voulez, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, les États-Unis sont apparus comme la puissance dominante et la puissance qui est en mesure, d'une certaine manière, de dicter sa loi, d'imposer ce qu'elle veut aux autres pays. Son impérium. Tout à fait. Mais ça, comme on dit, en France, c'était avant. Et on voit bien aujourd'hui que même sur cette question militaire, même sur cette question d'impérium, eh bien, les États-Unis sont de plus en plus contestés, et ils ne sont pas simplement contestés à l'extérieur, bien sûr qu'ils sont contestés à l'extérieur, mais ils sont aussi contestés à l'intérieur, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, aux États-Unis même, commencent à dire « ça nous coûte trop cher ». Et si vous voulez, il faut là revenir à un vieux problème, quelque chose qui avait été décrit en 1960 par l'économiste belge Robert Triffin, qui expliquait un petit peu ce qui était le dilemme de la monnaie dominante. Oui, le dollar est une monnaie dominante, mais pour être une monnaie dominante, autrement dit, pour être disponible pour l'ensemble des autres pays, il faut que les États-Unis soient en déficit. Et donc, d'une certaine manière, oui, ils sont dominants monétairement, mais pour pouvoir être dominants monétairement, ils sont obligés de se vider de leur substance économique, que ce soit en termes de balance commerciale, lourdement déficitaire, ou que ce soit en termes de déficit budgétaire, ce qui permet à tous les autres acteurs de la planète de détenir des dollars. Et à un moment donné, ça devient contradictoire. À un moment donné, on va se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière le dollar? Et c'est pour ça que je pense que même si le processus qui a actuellement commencé depuis, grosso modo, 2013-2014 et surtout depuis 2016, même si c'est un processus lent, on ne peut pas exclure que se passe à un moment donné un événement qui brutalement fera changer les représentations. Les représentations, en particulier les représentations psychologiques, elles n'évoluent pas de manière linéaire, elles passent par des moments de crise et là, à ce moment-là, se met en place une nouvelle représentation qui, d'une certaine manière, conteste l'ancienne. Et c'est ça le problème pour les États-Unis. Mirat Zaki, vous expliquez dans votre livre La fin du dollar que techniquement les États-Unis sont en faillite depuis très longtemps. Mais comment expliquer que l'Amérique, en faisant faillite, a pu et peut encore être malgré tout la première puissance? Alors là, on revient à l'argument de Jacques Sapir qui est très vrai. C'est la puissance militaire. Quand on a ce privilège exorbitant de pouvoir imprimer des dollars et trouver toujours preneur pour sa dette, pour les bons du Trésor américain partout dans le monde, parce qu'on a ce pacte avec plusieurs pays, dont la Chine. Dont la Chine, mais surtout l'Arabie Saoudite et d'autres, qui doivent vendre leurs matières premières exclusivement en dollars. C'est un pacte qui est convenu depuis les années 70, par lequel finalement les pays ne peuvent pas vraiment s'émanciper et vendre leur pétrole et leurs métaux et leurs ressources naturelles et leurs matières premières dans les monnaies qu'elles veulent. C'est le dollar qui doit être la monnaie des échanges de matières premières qui oblige ces banques centrales à garder des dollars. Mais le jour où ce pacte n'est plus réel parce que la menace militaire perçue n'est plus aussi importante, eh bien, la demande pour les dollars va tout d'un coup chuter et la faillite dont on parle va être actée. C'est-à-dire que tout d'un coup, les États-Unis ne pourront pas émettre suffisamment de bons du Trésor qui seront achetés par d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a 30 000 milliards ou 31 000 milliards de dettes américaines. 25 000 milliards là-dessus ont été créés uniquement pendant les 15 dernières années, dont 8 000 milliards ont été créés par le Trésor et achetés par la Banque centrale américaine elle-même. C'est-à-dire que la Banque centrale américaine détient à elle seule le tiers quasiment des
de la dette américaine. Ça, c'est là où on dit que c'est une sorte de Ponzi, c'est quand votre propre banque centrale achète votre propre dette du Trésor, parce que pour suppléer à la demande qui n'est pas là. Et le reste, c'est les autres pays et les agences internes qui l'achètent. Et donc, tout ça, c'est du recyclage de dette américaine qui, si cette demande disparaît, eh ben, la faillite, elle sera actée. La Chine, par exemple, elle ne renouvelle plus, elle n'augmente plus ses achats de dette américaine, c'est-à-dire qu'elle reste aujourd'hui à 1500, 1300 milliards de dollars de dette, de détention de dollars sous forme de dette américaine, mais elle n'augmente pas, disons, tout ça. Parce que la réalité, si vous évacuez l'histoire de la puissance nucléaire, la puissance militaire, la taille de l'armée américaine, et vous regardez les faits économiques, vous allez voir par exemple que les États-Unis, leur taille dans le commerce mondial, elle est passée de 22% en 1948 à 8% seulement aujourd'hui. Donc cette domination du commerce mondial, elle s'est beaucoup réduite sur les années. Leur part dans le PIB mondial, elle a chuté de 40% à 15% depuis 1960. Et donc, le fait que ça reste une monnaie de référence dans ces conditions, vous comprenez très bien que M. Sapir, comme il l'a dit, il a raison, c'est effectivement la force militaire qui, elle, continue pour l'instant de dominer, d'autant que cette création de 8 000 milliards de dollars par la seule banque centrale américaine pour soutenir le marché de la dette américaine, ces 8 000 milliards, ils sont aujourd'hui sur le bilan et ça fait qu'on ne peut pas facilement les revendre. Et c'est un bilan qui est très très chargé et donc très vulnérable aux hausses de taux d'intérêt. Si je suis une banque centrale et j'ai tous ces dollars, je suis vulnérable à ce que je ne peux pas monter les taux d'intérêt du pays au-delà d'un certain niveau, sinon j'ai un risque financier sur le bilan de ma banque centrale et en plus j'ai une charge financière pour le gouvernement qui devient énorme. Donc la possibilité de gérer le pays au niveau économique, elle se réduit beaucoup. Mais si on revient à l'idée même de monnaie de référence, est-ce qu'on est aujourd'hui dans un monde où l'idée de monnaie de référence est aussi pertinente qu'après Bretton Woods? Eh bien, c'est pas sûr. Dans le fond, avoir une unique monnaie de référence, c'est une idée très après-guerre, post-war. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Ça ne répond plus à la réalité du monde. Du monde qui est un monde multipolaire et multimonétaire, où il y a vraiment cette demande d'avoir plusieurs pôles différents qui cohabitent entre eux, qui sont un petit peu en concurrence, il est vrai, mais c'est ça le monde vers lequel on va. Et puis, vous avez aussi des BRICS qui vont se réunir, les Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud qui vont se réunir pour émettre pas une nouvelle monnaie vraiment, je pense que c'est surtout une nouvelle unité d'échange entre eux qui va créer une sorte de marché commun entre eux pour échanger des biens et des services commerciaux qui vont aussi réduire et relativiser l'importance du dollar. Jacques Sapir, ce phénomène de dédollarisation, on en avait vu les marques, on les voit actuellement avec la guerre Russie-Ukraine, mais elle ne serait pas due à un problème interne de l'économie américaine dont on n'aurait plus confiance, mais à des mesures de rétorsion contre, en l'occurrence, la Russie qui a donné des frayeurs aux autres pays. C'est-à-dire, soit on se soumettait à la politique américaine, soit on abandonnait le dollar. C'est-à-dire, on a empêché la Russie de se servir des paiements SWIFT, ou encore on a gelé les réserves de change que la Russie avait accumulées depuis le début du siècle, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Donc, en fait, c'est les Américains qui font fuir les autres pays du dollar. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, ça a commencé avant le conflit en Ukraine. Hein. Ça a commencé, je vous l'ai dit, avec les problèmes autour de l'Iran, avec le refus des États-Unis de l'accord avec l'Iran, quand ils ont décidé de commencer à sanctionner toute une série d'entreprises, en particulier d'entreprises européennes, qui maintenaient des opérations commerciales avec l'Iran. Oui, c'est comme là, Peugeot, comme Peugeot. Tout à fait, comme Peugeot, il y en a eu d'autres. Il y a eu des entreprises italiennes, des entreprises allemandes. Bon, bref, c'est là que ça a commencé, d'une certaine manière, à inquiéter toute une série d'acteurs économiques. Alors, des pays, bien sûr, mais aussi des acteurs privés, des grandes entreprises, des grandes banques, en particulier en Asie. Et c'est à partir de là où ça a commencé, d'une certaine manière, à entrer dans un cycle de dédollarisation. Si vous voulez, je dois dire que le grand paradoxe de la période actuelle, c'est que c'est le pays dont la monnaie est dominante qui a en réalité sapé les bases de la domination de sa monnaie.
Et ça, c'est un paradoxe tout à fait nouveau. Alors après, évidemment, les États-Unis peuvent faire faillite, ils feront probablement faillite, mais vous savez... Mais techniquement, ne sont-ils pas en faillite déjà? Oui, mais après, la question importante, c'est de savoir quand est-ce que la faillite sera actée. Mais je vais vous dire une chose, c'est très souvent que l'ancienne puissance dominante au niveau mondial est acculée à la faillite. Je crois que l'Espagne, du temps de la monarchie, si vous voulez, quand l'Espagne était cet empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, hein, l'Espagne de Charles Quint et de Philippe II, bon, elle a été en faillite, elle a été plusieurs fois en faillite. Donc, si vous voulez, on est en train effectivement de rentrer dans une période où il ne pourra plus y avoir une monnaie dominante comme ça a été le cas après Bretton Woods. D'ailleurs, il faut rappeler qu'à Bretton Woods, normalement, il y avait deux monnaies dominantes. Hein. Il y avait la livre sterling et le dollar, sauf que l'Angleterre était incapable de défendre la livre sterling et que le dollar s'est affirmé de manière absolument dominante. Bon, on va sortir de cette situation, mais la question qui reste posée aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on en sort avec plusieurs monnaies rentrant en concurrence, par exemple un bloc yuan, un bloc roupie, etc. Ou bien est-ce qu'une unité de compte internationale pourra se mettre en place? Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu de la question de la fameuse monnaie des BRICS. Madame Zaki a tout à fait raison, ce n'est pas une monnaie en tant que telle, hein. C'est en fait une unité de compte, mais je crois que ça va un petit peu au-delà. Il y aura aussi la possibilité de s'en servir pour faire des investissements. Bref, est-ce que l'on aura une monnaie internationale? Ce qui, et il faut toujours se souvenir de ça, c'était en réalité le projet de Keynes quand il est venu lors des accords de Bretton Woods. Keynes qui n'aimait pas trop l'or, hein, qui se méfiait beaucoup qui se méfiait beaucoup de l'or, qui se méfiait aussi de la puissance des États-Unis. Et il y a eu un conflit entre la délégation britannique, menée par Keynes, Lord Keynes, comme on disait à l'époque, et la délégation américaine emmenée par Dexter White. Et comme les États-Unis étaient le pays dominant en 1944, eh bien, Keynes a été battu et c'est la position de Dexter White qui a été dominante. Mais en réalité, l'analyse économique que Keynes faisait, d'avoir cette espèce d'unité de compte internationale, ce qu'il appelait le Bancor, restait une très bonne idée. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on va être dans une situation où différentes monnaies seront en concurrence entre elles, ce qui va poser des problèmes extrêmement importants à l'économie mondiale, ou bien est-ce que progressivement on pourra aller vers cette unité de compte internationale, mais qui ne sera surtout pas liée à un seul pays, qui représentera un groupe de pays. Peut-être qu'il y a une autre solution, enfin on va voir. Mirad Zaki, on a constaté durant la crise des subprimes de 2008, une crise qui a laissé des traces béantes avec des montagnes de crédits toxiques dans les banques avec le fameux shadow banking. On se rappelle des mésaventures de l'assureur américain AIG ou des banques d'affaires Lehman Brothers ou Bernstein, même la Deutsche Bank qui a beaucoup été secouée. Mais il semble que c'est tout le système bancaire occidental qui est vérolé. Comment s'en sortir justement? Eh bien, il y aurait un plan de planification économique mondiale qui annulerait toutes les dettes et qui s'intitule le Grand Reset, signé Klaus Schwab du Forum économique de Davos. Alors, est-ce qu'on fantasme le projet en lui-même ou il s'agit d'une solution authentique? Alors, ce qui est vraiment risqué, c'est la dette financière, c'est la dette des produits dérivés, tous ces gens qui s'endettent pour investir en bourse, c'est ça qu'on appelle le shadow banking. C'est tous les crédits que les gens prennent pour placer de l'argent sur les marchés. Et donc, c'est de la dette finalement. Mais c'est des impayés. De dette financière. Mais c'est des impayés. Oui, et c'est irremboursable, irrédemptible, parce qu'il n'y a pas de fonds propres pour rembourser ça. Et ça représente aujourd'hui quasiment 100 000 milliards. Ça a dépassé le PIB mondial. Alors, le grand Il y a différentes mesures. Je vous conseille le rapport sur le shadow banking qui sort chaque année et qui chiffre ça. Vous disiez
Voilà, ça dépasse 100 000 milliards de dollars. Et donc, cette dette-là, c'est ce qui fait la domination du dollar, parce que le dollar est la monnaie de la dette, est la monnaie des obligations souveraines des États-Unis et des obligations d'entreprise. C'est pour ça qu'on a l'impression que le dollar domine énormément. Et parce qu'il domine aussi le marché d'échange, les forex, foreign exchange. Mais ça, c'est pas ça la domination. La vraie domination d'une monnaie, c'est qu'elle domine le commerce. Et comme on a dit avant, le dollar ne domine plus le commerce. Mais cette perception du dollar financier, du dollar boursier très très dominant, elle fausse notre perception. À ça s'ajoute le fait que c'est éminemment idéologique tout ça. Rapidement, Madame Zaki, sur le grand reset, j'aimerais vous entendre sur le grand reset. Le grand reset ne consiste pas du tout à rembourser la dette des particuliers privés qui sont des investisseurs et des spéculateurs qui veulent faire que le marché s'assainisse et qu'il n'y ait plus de dette financière. Ce n'est pas ça le grand reset. Et donc, ce problème de dette financière, qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous pensez que Schwab, avec son idée de grand reset, il va le rembourser? Non. Pour rembourser toutes ces dettes financières de produits dérivés, de marchés à court terme sur lesquels on spécule, il faudrait une faillite monumentale avec beaucoup de gens qui fassent des pertes. Mais c'est par le crack du dollar que ça peut venir. Mais ça ne viendra pas comme ça. C'est-à-dire, si vous voulez, les marchés s'endettent beaucoup, surtout aux États-Unis. Et la Banque centrale, elle crée des dollars pour soutenir, pour acheter des titres et faire monter la bourse pour que personne ne fasse faillite. Mais le jour où le dollar lui-même, sa valeur, elle chute, et les marchés boursiers américains et anglo-saxons sont moins demandés, il y a moins d'afflux d'investisseurs sur eux, et ben toute cette dette, elle va elle va pas trouver preneur, elle va baisser, il y aura beaucoup de craques, beaucoup de pertes financières. Madame Zaki, je suis désolé, je suis obligé de vous interrompre, le temps a filé, on est obligé d'interrompre et de rendre l'antenne. Merci pour toutes vos explications, voilà. Merci pour l'échiquier international. J'étais accompagné par des invités de marque, tout d'abord la journaliste financière Mireille Zaki, l'économiste Jacques Sapir. Grand merci et à très bientôt, j'espère. Je vous souhaite, vous téléspectateurs, une très bonne soirée et bonne suite des programmes.